Qu'est-ce qu'il faut pour effacer un empire qui régnait autrefois de la Corée à la Hongrie? Comment détruire un héritage qui avait terrorisé le monde pendant plus d'un siècle et demi? En mai 1388, 150 000 soldats chinois étaient dans les prairies balayées par le vent. Près du lac Buir, dans l'actuelle Mongolie du Nord-Est, ils s'apprêtaient à répondre à cette question. Leur méthode serait la plus brutale imaginable. Ils chassaient le dernier grand khan de l'Empire mongol. Cet homme, Tegus Temür, commandait des dizaines de milliers de guerriers. Il portait les sceaux impériaux qui avaient autrefois appartenu à Gengis Khan lui-même. La dynastie Ming avait chassé les Mongols de Chine 20 ans plus tôt. Cependant, les hordes nomades menaçaient toujours les frontières. Elles menaient encore des raids sur les implantations chinoises. Les Mongols prétendaient toujours être les légitimes souverains de tout ce qui est sous le ciel. Le général Lan Yu avait fait marcher son immense armée sur des centaines de kilomètres, à travers le désert de Gobi. Ils avaient enduré des tempêtes de sable et des pénuries de ravitaillement. Tout cela pour délivrer un message écrit dans le sang et l'acier. Ces éclaireurs rapportèrent que le camp mongol avait disparu. Il n'y avait rien d'autre que des prairies vides sur des kilomètres autour du lac. Il semblait alors que la plus grande expédition militaire de la décennie se terminerait par un échec humiliant. Personne ne savait qu'en quelques heures, le cours de l'histoire asiatique changerait à jamais. L'empire mongol cesserait d'exister, n'étant plus qu'un souvenir fragmenté. Le monde de 1388 vivait encore dans l'ombre de la terreur mongole. Pendant plus de 160 ans, les descendants de Gengis Khan avaient dominé l'Eurasie. Leur brutalité hante encore les archives historiques. Lorsque Gengis lui-même conquit l'empire khwarezmien dans les années 1220, ses armées tuèrent 1 500 000 personnes. Cela se passa dans la seule ville de Nishapur. Leurs crânes furent empilés en pyramides, servant d'avertissements aux autres. Lorsque son petit-fils Hulagu Khan mit Bagdad à sac en 1258, le fleuve Tigre aurait coulé noir d'encre. Cette encre provenait des bibliothèques détruites. Le fleuve coula également rouge du sang de 200 000 à 800 000 civils. L'invasion mongole de la Chine sous Kubilai Khan coûta des millions de vies. Cela s'étendit de 1235 à 1279. Même après l'établissement de la dynastie Yuan, la domination mongole fut marquée par la discrimination ethnique. La suppression fut brutale. Les Chinois étaient classés comme citoyens de 4e classe sur leur propre terre. Il leur était interdit de porter des armes. Ils étaient contraints de porter des marques d'identification. La moindre résistance entraînait l'exécution. Lorsque la dynastie Ming chassa finalement la cour Yuan de Pékin en 1368, ce ne fut pas une transition en douceur. Ce fut une expulsion violente. Elle culminait après des décennies de rébellions paysannes. Des famines avaient tué des millions de personnes. Une rage s'était accumulée pendant 88 ans de domination étrangère. Mais expulser les Mongols de Chine même ne les détruisit pas. Ils se retirèrent dans leur patrie ancestrale. C'étaient des vastes steppes au nord du désert de Gobi. Là, ils établirent ce que les historiens appellent aujourd'hui la dynastie Yuan du Nord. Sous Tegus Temür, devenu grand khan en 1378, ils restèrent une menace formidable. Ils commandaient des dizaines de milliers de cavaliers experts. Ces guerriers tiraient des flèches avec une précision mortelle au grand galop. Ils survivaient uniquement avec de la viande séchée et du lait de jument fermenté pendant des semaines. Le raid en territoire chinois était leur droit et leur gagne-pain. Les camps mongols étaient des villes mobiles. Ils pouvaient être démontés et déplacés sur des centaines de kilomètres en quelques jours. Ils ne laissaient aucune trace derrière eux. Ils contrôlaient les routes commerciales à travers l'Asie centrale. Ils extorquaient un tribut aux petites tribus de Mongolie et de Mandchourie. Plus important encore, ils possédaient les sceaux impériaux de la dynastie Yuan. Ces sceaux étaient les symboles de légitimité que Kubilai Khan avait utilisés pour régner sur la Chine. Tant que Tegus Temür détenait ces sceaux, la possibilité de reconquête restait très réelle. Tant que la noblesse mongole restait unie sous sa bannière, cette possibilité était bien présente. Les régions frontalières chinoises
vivait dans la peur constante des raids. Ces raids apparaissaient sans avertissement, balayaient les villages comme un feu de brousse. Ensuite, ils disparaissaient dans les steppes avec des captifs, du bétail et du butin. L'empereur Hongwu, issu d'une famille paysanne, fonda la dynastie Ming. Il comprit que la Chine ne serait jamais en sécurité tant que les Yuan du Nord resteraient puissants. Tout au long des années 1370 et 1380, il lança de multiples expéditions militaires vers le nord. Cependant, les vastes distances et le terrain difficile transformèrent chaque campagne en un cauchemar logistique. En 1372, le général Xu Da mena 150 000 soldats en Mongolie. Il fut décisivement vaincu à la bataille de la rivière Toul par le commandant mongol Kök Temür. Des milliers d'hommes furent perdus. Les Mongols refusaient simplement de s'engager dans des batailles rangées. Ils ne combattaient que si les conditions leur étaient favorables. Au lieu de cela, ils harcelaient les lignes d'approvisionnement chinoises. Puis, ils se retiraient dans les prairies infinies où les armées poursuivantes mouraient de faim. Mais en 1387, la situation stratégique avait changé. Le général Lan Yu était un commandant aguerri dans la cinquantaine. Il avait gravi les échelons par pure compétence martiale et une efficacité impitoyable. Il venait de conclure une brillante campagne en Mandchourie du Sud. Là, il avait forcé la reddition de Nagachu. Ce puissant seigneur de guerre mongol commandait la horde Uriankai. Plus de 200 000 personnes passèrent sous le contrôle Ming. Cette victoire élimina la menace du flanc Est. Elle libéra d'importantes ressources militaires. Plus important encore, un défecteur des Yuan du Nord avait fourni des renseignements précis. Ils concernèrent la position de Tegus Temür, près du lac Buir. C'était environ 800 km au nord de Pékin, au cœur du territoire mongol. Lan Yu n'était pas un homme enclin à l'hésitation ou à la merci. Né à Dingyuan, dans l'actuelle province d'Anhui, il avait combattu pour la première fois dans les années 1360. C'était pendant les guerres civiles chaotiques qui déchiraient de la Chine à la fin de la dynastie Yuan. Sa sœur aînée avait épousé Shang Yuchun. C'était l'un des généraux les plus redoutés de l'époque. Il était connu pour ne jamais perdre une bataille et pour ne montrer aucune pitié à ses ennemis. Sous le commandement de Chang, Lan apprit l'art de la guerre dans l'école la plus brutale qui soit. Il combattit des seigneurs de guerre rivaux. Dans ces campagnes, des populations entières étaient réduites en esclavage ou massacrées. Quand Shang mourut en 1369, Lan hérita de sa position militaire et de sa réputation d'efficacité impitoyable. En 1371, il menait des armées pour la conquête du Sichuan. Il aida à soumettre l'un des derniers États de seigneurs de guerre indépendants. En 1372, il vainquit le légendaire Kök Temür à la rivière Tula. C'était le même commandant mongol qui avait détruit l'expédition du général Xu Da. Tout au long des années 1370 et du début des années 1380, Lan mena des campagnes. Elles s'étendèrent des confins tibétains du Gansu aux jungles du Yunnan, dans l'extrême sud-ouest de l'Empire Ming. Il était connu pour ses tactiques agressives. Ses marches étaient rapides comme l'éclair. Elles épuisaient ses propres troupes, mais prenaient les ennemis totalement au dépourvu. Il était prêt à prendre des risques énormes pour des victoires décisives. L'empereur Hongwu lui faisait confiance comme l'un de ses généraux les plus fiables. La personnalité arrogante de Lan et ses actes de cruauté occasionnels lui avaient pourtant valu de nombreux ennemis à la cour. En décembre 1387, l'empereur Hongwu donna à Lan Yu des ordres. Ces ordres définiraient leurs deux héritages. Il devait rassembler une armée de 150 000 hommes. Ensuite, il marcherait vers le nord pour trouver et détruire les forces de Tegus Temür une fois pour toutes. Ce n'était pas un raid ni une expédition punitive. Ce devait être une guerre d'anéantissement. Elle était conçue pour capturer ou tuer le Grand Khan. Il fallait saisir les sceaux impériaux et briser à jamais la puissance mongole. L'armée assemblée par Lan représentait la pleine puissance militaire Ming du début. Il y avait de l'infanterie armée d'arbalètes et d'armes à feu primitives, des unités de cavalerie
étaient entraînés à combattre dans les styles chinois et mongols. D'innombrables personnels de soutien géraient les chariots de ravitaillement, l'équipement de siège et les provisions. Parmi ces commandants subordonnés se trouvaient certains des meilleurs généraux de l'époque. Le général Wang Bi, marquis de Dingyuan, était un vétéran d'innombrables campagnes du Nord. Il comprenait intimement les tactiques mongoles. Fu Yud, bien que non présent lors de cette campagne, avait aidé à former de nombreux officiers. Il avait mis l'accent sur la vitesse et les tactiques de choc. Les soldats eux-mêmes étaient pour la plupart des vétérans. Ils avaient survécu aux campagnes brutales des 2 dernières décennies. Ils comprenaient que combattre les Mongols sur leur propre territoire ne laisserait aucune seconde chance. L'armée marcha vers le nord au début de 1388. Elle traversa la Grande Muraille en plusieurs points. Elle se concentra à Danning, une forteresse frontalière. Cette forteresse servait de point de départ principal pour les expéditions en Mongolie. De là, ils se rendirent à Qingzhou. Les réseaux de renseignement et les espions y fournirent des informations actualisées sur les mouvements mongols. La marche à travers le désert de Gobi qui suivit fut l'une des grandes réalisations logistiques de l'époque. Le Gobi n'est pas un désert de sable comme le Sahara. C'est plutôt une vaste étendue de plaines de gravier, d'affleurements rocheux et de végétation clairsemée. Les températures estivales peuvent y dépasser 40 degrés Celsius. Les sources d'eau sont séparées par des jours de voyage. Déplacer 150 000 hommes, avec des dizaines de milliers de chevaux, sur des centaines de kilomètres de ce terrain, exigeait une planification méticuleuse. L'armée voyagea en plusieurs colonnes. Cela évitait d'épuiser les sources d'eau individuelles. Elle se déplaçait principalement à l'aube et au crépuscule, pour échapper à la pire chaleur. Elle s'appuyait sur une combinaison de provisions transportées et de fournitures cachées à l'avance par les éclaireurs. Malgré tout, les conditions étaient brutales. Hommes et chevaux moururent de soif et d'épuisement. Des tempêtes de sable pouvaient se lever sans avertissement. Elles aveuglaient des unités entières et les faisaient s'égarer. La discipline devait être de fer. Cela empêchait l'armée de se fragmenter en groupes isolés. Les pillards mongols auraient pu les éliminer un par un. À la mi-mai 1388, l'armée de Lan Yu atteignit les environs du lac Buir. C'est une grande étendue d'eau dans l'extrême est de la Mongolie actuelle. Ce lac est près de la frontière moderne avec la Chine. C'était profondément en territoire mongol. C'était plus au nord qu'aucune armée chinoise n'avait pénétré depuis des années. Les éclaireurs ne signalèrent aucun signe de l'ennemi. Quand la force principale arriva à 40 lis du lac, soit environ 19 kilomètres selon les mesures chinoises de l'époque, il n'y avait toujours rien. Pas de fumée de feu de camp, pas de nuages de poussière des troupeaux en mouvement, pas de signe du campement massif que les renseignements avaient promis. Lan Yu, selon les archives historiques, fut profondément découragé. Il avait tout misé sur cette campagne. Son armée marchait à la limite de la durabilité de son ravitaillement. Il semblait que les Mongols s'étaient simplement évaporés dans la steppe, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Certains de ses officiers suggérèrent de faire demi-tour. Cela se ferait avant qu'il ne manque complètement de provisions. Mais le général Wang Bi présenta un argument convaincant. Il fut enregistré dans les chroniques historiques Ming. Il souligna que revenir en Chine avec une armée si massive, sans rien avoir accompli, serait une humiliation pire qu'une défaite. L'empereur serait furieux. Les généraux seraient déshonorés. Les Mongols apprendraient que les expéditions Ming pouvaient être évitées en déplaçant simplement leur camp. Ils devaient au moins mener une recherche approfondie de la zone. Une reconnaissance supplémentaire révéla la position du campement Yuan du Nord. Elle fut peut-être aidée par des éleveurs mongols capturés. Elle se basait aussi sur l'observation des oiseaux et des mouvements d'animaux sauvages. Le campement se trouvait au nord-est du lac Buir. Il était probablement à environ 30 à 45 km de l'endroit où l'armée Ming avait initialement cherché. C'était le genre de percée en renseignement qui changeait tout. Lan Yu ordonna immédiatement une marche de nuit. Son armée s'approcherait à couvert de l'obscurité.
la fortune leur sourit sous la forme d'une énorme tempête de sable. Celle-ci déferla de l'ouest. Ces tempêtes de sable sont connues dans la région de Gobi. Elles peuvent réduire la visibilité à presque zéro. Il devient alors impossible d'entendre quoi que ce soit par-dessus le vent hurlant. Ce qui serait normalement un obstacle catastrophique pour une armée en marche devint une couverture parfaite pour leur approche. Les éclaireurs et sentinelles mongols ne pouvaient ni voir ni entendre l'approche de 150 000 hommes. Cela s'applique même s'ils étaient à leurs positions habituelles par ce temps. Imaginez la discipline requise pour une telle marche. Des divisions entières de cavalerie et d'infanterie se déplaçaient dans une obscurité quasi totale à travers la tempête de sable. Elles maintenaient la formation et la direction grâce au relevé de boussole. L'expérience de guide connaissant les étoiles et le paysage était aussi cruciale. Si l'armée s'était dispersée, si des unités s'étaient maintes et perdues, la bataille à venir aurait été un désastre. Le 18 mai 1388, à l'aube, la tempête de sable commença à se calmer. L'armée de Lannius émergea de la poussière tourbillonnante. Elle se retrouva littéralement au-dessus du campement Yuan du Nord. Les nobles mongols et leurs familles furent complètement pris au dépourvu. Imaginez la scène un instant. La cour du Grand Khan n'était pas un palais permanent. C'était plutôt une ville de tentes mobiles. Des centaines ou des milliers de yourtes, les tentes rondes en feutre où vivaient les familles mongoles, étaient étalées sur la prairie. Ces campements comprenaient les pavillons élaborés du Khan. Il y avait aussi des entrepôts pour les tribus et les fournitures. Des corrals abritaient des milliers de chevaux et d'autres animaux. Les tentes de l'aristocratie mongole, des princes et des généraux, formaient le noyau du pouvoir Yuan du Nord. Des chamans, des artisans et des marchands étaient présents. Des conseillers et des érudits chinois étaient retenus en otage ou travaillaient pour des maîtres mongols. Des milliers et des milliers de familles mongoles ordinaires, éleveurs et artisans, soutenaient l'élite militaire. À l'aube, la plupart d'entre eux dormaient. D'autres commençaient juste leur routine matinale. Ils ne s'attendaient certainement pas à voir une armée chinoise apparaître du désert comme des fantômes. L'attaque Ming fut rapide et impitoyable. Des unités de cavalerie contournèrent tabillant les flancs du campement. Elles empêchèrent toute évasion. L'infanterie avança par le centre, submergeant systématiquement les poches de résistance. Les Mongols étaient des guerriers experts. Cependant, ils furent pris sans leur armure, sans leurs chevaux sellés, sans formation ni plan. De petits groupes de nobles mongols et leurs gardes du corps tentèrent des défenses désespérées autour de leur tente familiale. Mais ils furent simplement submergés par le nombre écrasant de soldats Ming. Selon les archives historiques, les Ming capturèrent environ 77 000 personnes. Ces sources chinoises peuvent être exagérées. Ces captures eurent lieu pendant et immédiatement après la bataille. Ce nombre est stupéfiant si l'on considère la logistique. Il fallait prendre autant de prisonniers, les maîtriser, les garder et finalement les ramener en Chine. Parmi les captifs figuraient 100 membres de la famille élargie de Tegus Temür. Il y avait notamment son fils cadet, dont le nom mongol fut enregistré dans les sources chinoises, comme Ti Paonu. Les Ming capturèrent également environ 3000 princes mongols et nobles de haut rang. C'était la crème de l'aristocratie Yuan du Nord. Ces hommes, dont les familles avaient de régner sur de vastes territoires, commandèrent des armées. Ce n'étaient pas seulement des soldats. Ils constituaient l'élite administrative et militaire de tout le monde mongol à l'Est. Les objets saisis par l'armée Ming eurent peut-être une importance symbolique plus grande que les prisonniers. Ils capturèrent de multiples sceaux impériaux de fonction. Ces sceaux de jade authentifiaient les documents et les proclamations au nom du Grand Khan. Ces sceaux étaient les descendants directs de ceux commandés par Kublai Khan. Il les avait fait fabriquer lorsqu'il fonda la dynastie Yuan. Leur perte fut un coup psychologique dévastateur. Sans eux, tout futur Khan aurait du mal à revendiquer sa légitimité. Il aurait du mal à émettre des ordres ayant le poids de l'autorité Chinggiside. Les Ming saisirent également de vastes quantités de bétail. Les estimations vont de 150 000 à des centaines de milliers de chevaux, de bovins, de moutons et de chameaux. Pour une société nomade, le bétail était la richesse elle-même. C'était le moyen de transport, de nourriture
de vêtements et d'échanges économiques. La capture de ces animaux n'a pas seulement appauvri financièrement les Mongols. Elle a paralysé leur capacité à se déplacer et à faire la guerre. Les soldats chinois, dont beaucoup venaient de milieux paysans, n'avaient jamais possédé plus de quelques animaux. Ils se sont soudain retrouvés à conduire des troupeaux qui s'étendaient sur des kilomètres à travers la prairie. Cependant, le grand Khan lui-même, Tegus Temür, échappa au piège. Au début de l'attaque Ming, lui et son fils aîné montèrent à cheval. Leurs gardes du corps et conseillers les plus proches les accompagnèrent. Ils réussirent à fuir vers l'est. Les sources historiques divergent sur le nombre exact de personnes avec lui. Cependant, il n'y en avait probablement pas plus de quelques centaines tout au plus. Pendant des jours, ils chevauchèrent sans relâche à travers la steppe. Ils fuyaient vers la rivière Tioul. Cette rivière coule à travers ce qui est maintenant le centre de la Mongolie. Ils furent poursuivis par la cavalerie Ming. Celle-ci abattit les retardataires et élimina les petits groupes qui traînaient. Mais Tegus Temür lui-même réussit à rester en avance sur ses ennemis. Il pensait probablement avoir survécu au pire. Il croyait pouvoir se regrouper. Il voulait appeler des tribus loyales des régions occidentales et septentrionales. Il espérait reconstruire son pouvoir. Après tout, ses ancêtres s'étaient relevés de pires désastres. Genghis Khan, lui-même, avait été réduit à une poignée de partisans à certains moments de sa jeune carrière. Il s'était ensuite relevé et avait conquis la moitié du monde. Tegus Temür n'eut jamais cette chance. Quand il atteignit la région de la rivière Tioul, il rencontra Yessuder. Yessuder était un chef Oïra qui commandait des forces importantes en Mongolie occidentale. Les Oïras étaient l'une des grandes confédérations tribales mongoles. Ils étaient distincts des Mongols orientaux par leur culture et leur dialecte. Ils avaient toujours eu une relation tendue avec le clan Borjigin au pouvoir. Ce clan était les descendants directs de Genghis Khan. Yessuder ne vit pas dans le désastre de Tegus Temür une tragédie à venger. Il y vit une opportunité à saisir. L'armée du grand Khan était détruite. Son trésor était capturé. Son autorité était brisée. Pourquoi les Oïras continueraient-ils à suivre le leadership défaillant de la dynastie Yuan? Lors d'une réunion que les historiens débattent encore, les hommes de Yessuder se retournèrent soudainement contre Tegus Temür et son fils. Ils les tuèrent tous les deux. Certaines sources suggèrent qu'il s'agissait d'une embuscade. D'autres affirment que cela se produisit lors d'une réunion prétendument amicale. Le résultat fut le même. Le dernier grand Khan puissant de l'empire mongol unifié fut assassiné. C'était le dernier homme qui pouvait légitimement prétendre régner sur tous les Mongols depuis une position de réelle force. Il fut tué par l'un de ses propres vassaux supposés. Sa tête fut probablement envoyée à la tente de Yessuder comme preuve de l'acte. Son corps fut laissé à pourrir dans la steppe. Ce fut une fin ignominieuse pour un homme qui avait régné, du moins en nom, sur des territoires s'étendant de la Corée à l'Asie centrale. Yessuder se déclara brièvement grand Khan. Il revendiquait sa légitimité par le soutien de la confédération Oïrat, mais il lui manquait les sceaux impériaux, qui étaient entre les mains des Chinois. Il manquait aussi le soutien des tribus mongoles orientales. Celles-ci le considéraient comme un usurpateur et un meurtrier. Le monde mongol se fractura en factions rivales. Divers princes s'établirent comme khans rivaux. Certains avaient été capturés par les Chinois puis libérés. D'autres étaient dans des régions éloignées pendant la bataille. La dynastie Yuan du Nord continua d'exister de nom pendant 247 ans. Cela dura jusqu'à la conquête mandchoue en 1635, mais elle ne représenta plus jamais une menace militaire sérieuse pour la Chine. Les Mongols dégénérèrent en tribus belligérantes. Elles furent parfois unies par des chefs charismatiques, comme Dayan Khan à la fin du XVe siècle, mais elles n'approchèrent plus jamais l'unité et le pouvoir qu'elles avaient exercé sous Genghis Khan et ses successeurs immédiats. Le grand empire mongol, qui à son apogée au XIIIe siècle contrôlait environ 22% de la superficie terrestre totale du monde et contenait environ 100 millions de personnes, était effectivement achevé en tant qu'entité politique. Le général Lan Yu retourna à la capitale Ming en septembre 1388. Il était un héros conquérant. Son armée défila dans les rues avec des nobles mongols capturés enchaînés.
Il conduisait de vastes troupeaux d'animaux. Il transportait des charretées de trésors saisis. L'empereur Hongwu publia une proclamation comparant Lan à Wei Qing. Wei Qing était le général légendaire de la dynastie Han, qui avait vaincu les nomades Xiongnu 1500 ans plus tôt. Cette comparaison le plaçait parmi les plus grandes figures militaires de l'histoire chinoise. Le 19 janvier 1389, Lan fut nommé duc de Liang. Il reçut une allocation annuelle de 3000 chi de céréales. C'était un revenu énorme qui en fit l'un des hommes les plus riches de l'Empire. 6 de ses généraux subordonnés furent élevés au rang de marquis. Les soldats ordinaires reçurent de généreux bonus en argent et en tissu. Lan était seulement la 3e personne à détenir un duché depuis la fondation de la dynastie Ming en 1368. C'était une preuve d'une faveur impériale extraordinaire. Mais c'est là que l'histoire prend son tournant le plus sombre. Elle révèle que la brutalité et la trahison n'étaient pas limitées au côté mongol. L'empereur Hongwu, malgré ses humbles origines et son véritable génie militaire, fut aussi l'un des souverains les plus paranoïaques et meurtriers de l'histoire chinoise. Tout au long de son règne de 30 ans, il mena plusieurs purges massives. Elles tuèrent des dizaines de milliers de fonctionnaires, de généraux et d'aristocrates. Cela se basait sur des conspirations réelles ou imaginaires. En 1380, il avait exécuté Hu Weiyong, son premier ministre. Il avait également fait exécuter environ 30 000 à 40 000 personnes. Elles étaient accusées de faire partie d'une conspiration visant à le renverser. Maintenant, au début des années 1390, il tourna son attention vers la noblesse militaire. Lan Yu, arrogant et sans tact, se fit une cible facile. Il aurait pris une noble mongole comme concubine après la bataille du lac Buir. L'empereur considérait cela comme une insulte. Il se plaignait bruyamment quand il estimait que ses honneurs étaient insuffisants par rapport à d'autres généraux. Plus dangereusement, sa nièce était mariée au prince héritier. Cela faisait de Lan une partie du réseau autour de l'héritier du trône. Cela faisait de lui une menace potentielle pour les jeunes fils de l'empereur. C'était notamment le cas de Zhu, le prince de Yan, qui avait ses propres ambitions impériales. En février 1393, moins de 5 ans après son plus grand triomphe, Lan Yu fut arrêté. Les accusations étaient de conspiration et de tentative de coup d'État. Il aurait comploté pour s'emparer du pouvoir. Ses subordonnés et parents l'auraient aidé. Il fut exécuté le 22 mars 1393. Il fut écorché vif. Sa peau fut remplie de paille et exposée comme avertissement aux autres. Mais la purge ne s'arrêta pas à lui. Au cours des mois suivants, environ 20 000 personnes furent exécutées. Cela incluait un duc, 14 marquis, d'innombrables officiers de rangs inférieurs. Les familles et associés de toute personne liée à Lan furent aussi exécutés. La noblesse militaire qui avait assuré la sécurité de la dynastie Ming fut systématiquement détruite. Elle fut détruite par l'empereur, même qu'elle avait servi. L'empereur Hongwu combla le vide de pouvoir avec ses propres fils. C'était particulièrement le cas de Zhu. Zhu usurperait plus tard le trône de son neveu, en 1402. Cela se fit par une guerre civile brutale. Cela prouva que la paranoïa de l'empereur concernant les menaces à la succession n'était pas entièrement infondée. Les conséquences de l'année 1388 se sont répercutées à travers l'Asie pendant des siècles. Les Mongols, fragmentés et affaiblis, ont laissé la dynastie Ming bénéficier d'une sécurité relative sur sa frontière nord pendant plusieurs décennies. La culture chinoise, autrefois réprimée et dénigrée sous la dynastie Yuan, a connu une renaissance culturelle. La cité interdite fut construite. Le Grand Canal fut rénové. De vastes expéditions navales sous l'amiral Zheng He ont exploré l'océan Indien. Les céramiques et la soie chinoise dominaient les réseaux commerciaux du Japon à l'Afrique de l'Est. Cependant, la destruction des Yuan du Nord a également supprimé une zone tampon entre la Chine et la puissance montante des Mandchous. Ces derniers allaient finalement conquérir la Chine en 1644 et établir la dynastie Qing. Certains historiens suggèrent qu'une Mongolie forte aurait pu empêcher ou retarder cette conquête mandchoue. Ceci reste toutefois une hypothèse. Pour les Mongols eux-mêmes, l'année 1388 a marqué la fin de leur ère impériale.
Jamais plus ils ne menaceraient de conquérir de vastes empires. Leur population, réduite par les guerres et les fragmentations à moins de 2 millions de personnes au début du XVe siècle, a lutté pour survivre. Elle se trouvait entre les empires chinois et russes en pleine expansion. Leur culture a survécu. Leur langue a perduré. Leur identité est restée forte. Cependant, les jours où les armées mongoles mettaient les empereurs et les sultans à genoux étaient révolus pour toujours. La Mongolie moderne, prise en étau entre la Russie et la Chine, compte seulement environ 3,3 millions d'habitants. Elle occupe une position enclavée, loin des centres de pouvoir mondiaux. Le contraste avec l'empire qui s'étendait autrefois de Budapest à Pékin ne pourrait être plus frappant. Si Lan Yu avait échoué au lac Buir, si Tegus Temür avait été averti et avait déplacé son camp une fois de plus, l'histoire chinoise aurait pu être très différente. Les Mongols auraient pu rester une menace majeure pour une autre génération. Ils auraient continué à piller et à déstabiliser la frontière Ming. Les ressources dépensées pour la défense auraient pu empêcher certaines des grandes réalisations culturelles et économiques du début de la période Ming. L'impact psychologique de cette victoire ne peut être surestimé. Pour les Chinois ayant vécu sous l'occupation mongole ou dans la peur des raids pendant des générations, la capture des sceaux impériaux et la destruction de la cour du Grand Khan représentaient une victoire finale. C'était la clôture d'un chapitre sombre. Cette victoire ne fut pas le fruit d'un long siège ou d'une bataille acharnée. Elle fut une attaque surprise à l'aube, au milieu de nulle part. Cela se passait à des centaines de kilomètres de toute civilisation. Ceci la rendit d'autant plus légendaire. Elle est entrée dans la culture populaire chinoise comme l'exemple ultime. Elle a montré comment une bonne stratégie de renseignement, une planification minutieuse et une exécution audacieuse pouvaient vaincre même l'ennemi le plus redoutable. Aujourd'hui, le lac Buir existe toujours. C'est un magnifique plan d'eau à la frontière entre la Mongolie et la Chine. Il est populaire auprès des touristes et des photographes de nature. Ils ignorent qu'un matin de printemps, il y a plus de 6 siècles, ce lieu fut témoin de la mort d'un empire. Les gerres mongols ont disparu, remplacés par des bâtiments modernes et des camps touristiques. Les vastes troupeaux qui couvraient autrefois les prairies sont fortement diminués. La mémoire, cependant, perdure dans les livres d'histoire. Elle est présente dans les légendes chinoises, sur le génie du général Lan Yu. On la retrouve aussi dans les chants mongols, sur la tragédie de la défaite de Tegus Temür. La bataille nous rappelle que les empires, aussi terrifiants et apparemment permanents soient-ils, peuvent être détruits en un seul jour si les circonstances s'alignent. Elle nous rappelle également que la victoire et la défaite sont souvent des états temporaires. Le triomphe du général Lan Yu a conduit à son exécution. La dynastie Ming, qui a célébré sa victoire, sera elle-même conquise par les nomades du Nord, les Mandchous, 256 ans plus tard. L'histoire est une roue qui écrase les puissants et élève les humbles, dans des cycles sans fin. La leçon du lac Buir est qu'aucune position n'est sûre, aucune victoire n'est finale, et aucun empire n'est éternel. Ainsi se présente le piège mortel qui a effacé l'empire mongol de l'histoire. C'est une histoire de renseignement, de génie logistique, de surprise tactique, et finalement de trahison et de meurtre de toutes parts. Tegus Temür fut trahi par Yesudher. Lan Yu fut trahi par l'empereur qu'il servait. Le peuple mongol fut trahi par sa propre désunion et ses conflits internes. Si cette histoire vous a fasciné, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Aidez-nous à atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de plongées profondes dans les moments les plus sombres de l'histoire militaire. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle bataille ou tragédie historique vous aimeriez voir couverte ensuite. Devrions-nous explorer la chute de Constantinople en 1453 ? Ou peut-être la conquête espagnole de l'Empire aztèque ? Vos suggestions déterminent le contenu. Alors, faites-moi savoir quel coin sombre de l'histoire vous souhaitez voir éclairé. Merci d'avoir regardé. Rappelez-vous, l'histoire est écrite par les survivants. Parfois, les survivants sont tout aussi brutaux que ceux qu'ils ont vaincus.